Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue sur La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux qui la font. Et aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler philosophie avec Marie Robert, elle-même professeure de philo, et à l'origine de 2 ouvrages publiés chez Flammarion Versilio, Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo et Descartes pour des jours de doute et autres philosophes inspirants. Vous avez évidemment noté les jeux de mots. Le principe, chaque livre se divise en 12 situations du quotidien que l'on a tous pu connaître un jour dans notre vie, et Marie y associe la pensée d'un philosophe pour y répondre. Et avec elle, on va parler de cette notion de désacralisation de la philosophie, mais aussi de la pratique de la philo aujourd'hui en 2019, ou encore de l'enseignement de cette discipline aux enfants, puisque Marie a également ouvert 2 écoles Montessori. J'espère que ça va vous intéresser tout autant que moi. Bonne écoute. Salut Marie. Salut. Alors, on commence directement dans le dur. Ça veut dire quoi désacraliser la philosophie? C'est la rendre plus accessible, plus simple, en partant du principe qu'elle est complexe ou juste qu'elle est riche? En fait, c'est une super bonne question. Je vois qu'on commence déjà par une dissertation en 4 heures. Voilà, attention. on va pas... Non, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un terme que moi, j'ai décidé d'employer, le désacraliser, un petit peu en réaction aux mots qu'on employait beaucoup, surtout quand j'ai sorti mon premier livre, qui était vulgariser. Ouais. Et en fait, je trouvais, même si le terme dans l'absolu, moi, me choque pas, mais je trouvais que dans la manière dont il était employé, il y avait toujours un côté, je vais donner un truc moins bien, un truc un peu bas de gamme à la masse. En plus, c'est ça l'idée. Je vais donner au peuple. Moi, grand philosophe, je vais gracieusement donner au peuple un peu de matière. Et en fait, ça me mettait mal à l'aise, justement, que ce soit ce rapport-là, dans le terme vulgarisé. Donc, j'ai cherché un autre terme et je voulais dire, c'est vrai que j'ai choisi d'employer l'expression désacraliser la philo parce que, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu m'en parleras, mais il y a ce côté où la philosophie très souvent fait peur. Elle fait peur parce qu'elle est totalement mise sur un piédestal. Oui, ça fait peut-être allusion à de l'élitisme aussi. Complètement. Le nombre de personnes qui m'ont dit la philo c'est pas pour moi, mais moi j'étais nulle en philo, mais non mais la philo, il y a ce côté vraiment dans la tour d'ivoire, on n'y touche pas. D'ailleurs, même symboliquement, tu remarqueras que c'est en terminale seulement qu'on accède à la philosophie. Donc il y a vraiment ce côté secret des dieux de la philosophie. Et moi, mon parti pris est de dire, c'est important, effectivement, bien sûr que la philo est une matière à part, et on aura l'occasion de l'évoquer. C'est à part dans le sens où elle est justement porteuse de questionnements et même sur les origines qui la rendent singulière comme matière et qu'elle peut se faufiler partout. Mais j'avais très envie de dire, mais redescendons-la de son piédestal. Oui, elle n'est pas sacrée, précisément. Elle n'est pas sacrée. Justement, c'est pas une matière sacrée, c'est pas une matière qui doit être aussi dogmatique, et ce n'est pas une religion. Donc, c'était très important pour moi de la faire redescendre pour que les gens osent, en fait, la philosophie. Et dans le désacraliser, c'est aussi osons la philosophie, osons passer un petit moment, comme ça, là, juste, mais ce qu'on va faire d'ailleurs, probablement, à juste réfléchir. En fait, prendre un pas de côté, un petit mouvement de recul, réfléchir à une idée, à une notion. C'est ça, désacraliser. Donc oui, il y a cette idée de simplifier, c'est vrai, mais simplifier dans le rendre accessible. Pas simplifier en disant « je vais te donner un contenu qui est moins bien ». C'est juste qu'évidemment, si je commence à lire aux gens des passages entiers, la critique de la raison pure, je pense que... Pas tous s'en sortir. Voilà, ça va être un tout petit peu raide. En revanche, par contre, de te dire « ah, mais toi Thomas, pour toi, c'est quoi la beauté ?» Voilà. Bah voilà. Typiquement, on est en train de faire de la philo, de philosopher, comme on dit. Exactement. Et alors, précisément, ces gens, c'est qui? Tes livres sont destinés à qui? À tout le monde, bien sûr. Tout le monde? Non, vraiment, si. En fait, ils sont vraiment destinés à tout le monde. C'est simplement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir justement quels sont les gens qui se l'autorisent. Et moi, tout mon travail, et ça a été ma démarche d'écriture, c'est d'essayer de viser ce qui pour moi est important en philosophie, c'est l'universalité. C'est-à-dire que mon livre peut aussi bien, et j'espère et je l'engage, être lu par un ado de 15 ans qui n'a pas encore fait de philo, mais qui a un peu envie de découvrir, de se dire « ah là là, qu'est-ce que c'est, putain, ce truc que je vais avoir en terminale ». Donc c'est pour ça qu'il y a des situations plutôt drôles sur la timidité, la honte. T'as 15 ans, t'inquiète pas que tu sais ce que c'est que la timidité et la honte. La honte également, finalement. Aucun problème.
Des gens les élèves de terminale, pour vraiment réviser et peut-être avoir une approche. C'était un peu le côté, c'est le manuel de philo, mais un peu plus pop. Ouais, et un puis peu du plus coup, de fait, un peu plus synthétique, Voilà. il y a des citations. Exactement. C'est pour ça que j'ai mis aussi, dans chaque chapitre, il y a une histoire, une leçon de philosophie, mais aussi une bio de l'auteur et un petit récap. Et un ouvrage exactement. Et un ouvrage à conseiller pour poursuivre. Ouais. Donc, je voulais pas le faire un manuel de philosophie terminale. J'allais pas écrire un anabac. C'était pas mon but. Oui, non. Ça, là, je te remercie. Là, je pense que moi-même, j'aurais eu envie de m'ouvrir les veines. Donc, non. En revanche, je voulais quand même penser à mes élèves en me disant, OK, quel serait le manuel un peu sympa à lire avant le bac ou l'année de terminale, en se disant, voilà, là, dans les 2 livres, ça leur fait 24 auteurs qui sont au programme, 24 auteurs indispensables. Donc il y avait ça aussi. Il y avait les gens fâchés avec la philo en terminale. Fâchés, parce que j'en ai plein. Fâchés avec Alors voilà. Très bien, très bonne remarque. C'est toujours ce que je leur dis. Généralement, quand je fais des salons du livre, t'as toujours des gens qui viennent me voir en disant « Ah non, non, la philo, c'est pas pour moi, c'était horrible. » Et en fait, t'as tout à fait raison. Ils te parlent de leur prof, qui était un peu chiant, qui était très sévère. Qui est seul, surtout parce qu'on a une année de philo. Voilà, et donc du coup, effectivement, le rapport à la matière est très conditionné par l'individu qui te l'a fait. Et moi, j'avais aussi envie de réconcilier les gens et de leur dire « Mais non, rendez-vous compte que la philo parle de vous, ici et maintenant. » Donc c'est vraiment tout public. Et puis bien sûr, ceux qui ont aimé la philo et qui veulent juste s'y replonger, passer un petit moment. C'est un très bon moyen de le faire. Voilà. Si on part de l'idée que l'essence de la philo, c'est de s'approprier la pensée d'un auteur, c'est que la philo n'apporte pas de bonnes réponses, de réponses concrètes, que c'est choisir telle voie à tel moment, que c'est penser que rien n'est évident. Tes livres, c'est quoi ? C'est des outils ? C'est des traducteurs de pensée, c'est des guides. Mais ça aussi, dis donc, c'est une excellente question. Bah écoute, c'est pas fini. Non, c'est vrai, c'est une très très bonne question. Parce que là, tu touches à un point qui, à mon sens, est extrêmement important. C'est que la philo n'est pas du développement personnel. Bah, c'est ça. Alors, elle peut aider à développer ta personne, mais le point de départ n'est pas du développement personnel. Dans aucun de mes livres, tu as une méthode particulière. Voilà. C'est-à-dire, je ne vais pas te dire, non, il n'y a pas d'étapes, il n'y a pas de petits exercices, il n'y a pas fait telle ou telle chose, il n'y a pas lève-toi à 5 heures du mat. Non. Nietzsche n'est pas du Miracle Morning. Alors, non, on peut l'aimer, là, on peut ne pas l'aimer, mais ce n'est pas ça. La philosophie sert plutôt, et c'est dans ce sens que d'ailleurs j'ai écrit mes livres, à proposer un autre regard sur une situation. Ouais. Donc en fait, c'est comme si tout d'un coup on chaussait une nouvelle paire de lunettes et qu'on se disait « Ah oui, effectivement, là j'ai eu hyper honte, j'ai cru me liquéfier parce que j'ai fait une gaffe horrible. Comment je peux voir la situation autrement pour me sentir un peu mieux ?» Et là, effectivement, alors dans le cas de la honte, c'est Sartre qui propose de nous dire, bah non, en fait, la honte, c'est un moment d'introspection hyper intéressant, parce que si on a eu honte, c'est qu'il y a quelque chose, si on a fait cette gaffe, c'est qu'en fait, on a quelque chose à dire à la personne, etc. Ouais. Donc c'est plus ça, le but, c'est de nous permettre de réfléchir à la situation, de la regarder autrement. Et c'est pour ça que j'ai voulu, donc effectivement, il n'y a pas de réponse, c'est nous qui allons cheminer. Et c'est nous qui allons réfléchir en fait à comment on se positionne par rapport à ça. Par contre, une chose qui me tient à cœur, c'est pas de dire la philo, c'est pas juste du bavardage. C'est-à-dire que ça engage une action. Ouais. Penser, on pense à une situation, ça va engager un comportement. Ah bah ok, alors maintenant je vais me comporter de telle ou telle façon. Donc c'est pas un outil, c'est vraiment un espace de réflexion. Ok. Et tu viens de parler de Sartre justement dans ces petites situations, tu ne fais pas nécessairement appel à l'idée philosophique la plus connue de chaque auteur. Ce serait peut-être réducteur d'ailleurs, mais tu appliques celle que tu juges être la plus adaptée, évidemment. Est-ce que tu as remarqué que les philosophes les plus modernes, donc je pense à Foucault par exemple, avaient une pensée plus adaptée au quotidien du 21e siècle? Par exemple, le truc hyper bateau, mais les réseaux sociaux. Oui, alors c'est assez... En fait, il y a en écrivant, parce qu'en fait, pour tout te dire, j'ai d'abord choisi les situations et ensuite les philosophes. Et c'est parti d'Ikea. Voilà, c'est parti d'Ikea. Je ne vais peut-être pas te le faire répéter parce que tu l'as dit absolument 1000 fois, mais c'est parti d'une situation personnelle à Ikea. Mais effectivement, c'est parti d'une situation où j'ai pleuré chez Ikea et où j'ai pensé à Spinoza. C'est très juste. Donc, je suis vraiment partie des situations en essayant à chaque fois de trouver les situations
situations les plus communes possibles. Encore une fois, je pense qu'on est tous allés une fois chez Ikea, on est tous été un jour, un lendemain de soirée un peu trop arrosé, on a tous eu honte, on a tous fait une balade dans la forêt, etc. Donc d'abord les situations et ensuite les philosophes. Et en fait, en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 2 périodes très adaptées à notre vie contemporaine. Alors c'est effectivement les philosophes forcément du XXe siècle qui vont réfléchir plus dessus de fait sur leur époque. Et l'Antiquité. Et l'Antiquité, ok. C'est-à-dire, c'est vraiment troublant parce que tu prennes Aristote, que tu prennes Platon, très souvent, la philosophie antique, en Grèce antique, était la philosophie une manière de vivre. Une sagesse, pas en tant qu'une sagesse hyper abstraite, mais au contraire, très ancrée dans le quotidien. Et puis philosophie, il y a quand même sagesse dans le mot, totalement, dans l'étymologie. Et hyper ancré dans le quotidien. Et c'est pour ça que tu regarderas tous les philosophes, que ce soit donc Aristote et Gueule de Bois ou pas de breaking news dans le jardin d'Épicure. Ouais. Là, j'ai presque pas eu... Alors évidemment, Aristote ne parle pas de la gueule de bois, mais parle de l'expérience et de la répétition et comment on apprend à travers l'expérience à faire un peu moins de conneries puisqu'on gagne en expérience. Et oui. Et Épicure de nous dire arrêtez de vous laisser polluer par tout ce qui vous entoure et en fait trouvez la paix du corps et de la paix de l'esprit et mettez à distance les fake news. Par exemple, ouais. Et en fait, j'ai presque pas eu à faire de... Parce que parfois, il y a des auteurs où il faut faire un peu plus de grand écart. Ouais. Là, c'est vraiment des manières de vivre, c'est vraiment ancré dans le quotidien. Et c'était aussi une image de la philo que j'avais hyper envie de transmettre. C'est la philo ici et maintenant, dans le quotidien, pour être un accompagnement dans notre vie. Ok. Alors, il y a une visée un peu pédagogique de la pensée philosophique, mais... Au-delà de ça, j'imagine que ton but était aussi de divertir, comme en témoignent les titres ou les situations un peu farfelues, on va dire. Mais je voulais parler des titres, typiquement, quand tu ne sais plus quoi faire, donc Kant, pour ceux qui ont suivi, j'espère. C'est pas une faute d'orthographe. Non, voilà, c'est pas une faute d'orthographe. J'ai dû l'expliquer. Et Kant est un philosophe. Donc tes ouvrages, en tout cas le premier surtout, ont été traduits en pas mal de langues. Ils deviennent quoi les titres? Je sais qu'en anglais, Kant, il est When you can't premier, figure it out. Ouais, il est pas mal réussi parce que c'est assez. Il est hyper réussi, je trouve. C'est presque la traduction française en fait. Alors la difficulté, c'est que effectivement, alors en anglais, le Kant est assez facile à utiliser. Ouais. Le titre a été repris de la même façon, en fait, aussi bien en américain qu'au Royaume-Uni qu'en Australie. En revanche, je vais pas pouvoir te faire le jeu de mots en coréen. Oui, du coup, comment ça se travaille? Par contre, ce qui est assez marrant, ce qui est hyper intéressant, c'est que ils vont pas forcément mettre le même philosophe en avant. Voilà, okay. Par exemple, dans les pays nordiques, ils ont plutôt mis un truc. Alors, je pourrais pas te le dire en néerlandais, mais là, je vais essayer d'avoir un peu de dignité encore. Mais c'est speed dating avec Platon. Dans les pays en Turquie, ce qui est drôle aussi, c'est l'évolution des couvertures. Parce que par exemple en Turquie, ils ont mis, alors là pour les auditeurs, effectivement, la couverture est rouge avec un cappuccino sur l'édition française. En Turquie, ils ont mis Kant qui est chauffeur de taxi. Donc c'est un gros taxi jaune avec Kant qui conduit. Okay. Hyper drôle. En Allemagne, ça c'est en Roumanie, pardon. En Allemagne, ils ont fait une couverture hyper sobre, un gros carré noir, un truc genre on n'est pas là pour déconner, c'est de la philo les gars. Excusez-nous quand même, on va pas... Donc voilà, c'est assez marrant parce que ça traduit aussi la perception de la philo dans ces différents pays. Ouais. Je te parlais, le chauffeur de taxi, c'est en Roumanie. En Turquie, c'est plein de taches de couleurs dans tous les sens. Donc, c'est hyper dynamique. T'as l'impression que c'est un truc d'un genre de je sais pas, un truc ultra joyeux. Donc, c'est assez intéressant. Effectivement, tu peux presque faire une sociologie du pays à travers les couvertures. Chez les Coréens, c'est très poétique. C'est un homme qui marche seul sur une plage. Oui, je l'ai vu, celle-ci. Hyper beau. C'est vrai qu'elle est belle en plus. Hyper stylée. Quels sont les retours les plus marquants de tes lecteurs ou de tes lectrices? Je pense qu'un des retours, et je suis très chanceuse parce que je l'ai quand même assez régulièrement, c'est ça. Je pensais que la philo était pas pour moi. Et en fait, en terminant votre livre, je suis allée dans une librairie et je suis allée acheter Simone de Beauvoir.
là, t'as envie, mais de C'est tout chialer, bon, quoi. Là, tu te dis, mais c'est magnifique, parce que c'est vraiment ça, la démarche. C'est-à-dire que j'avais envie que les gens, bien sûr, achètent mon livre Oui. et se marrent et apprennent quelque chose. Ça, c'était c'était vraiment l'objectif. Apprendre, parce que j'ai besoin de transmettre du contenu, mais en souriant et en riant, parce que pour moi, c'est un des supports pédagogiques les plus puissants Ouais. que de faire rire. Mais en arrière-plan, j'avais un souhait qui était plus de l'ordre voilà, vraiment de l'espérance. C'était qu'en terminant mon livre, les gens se disent, mais en fait, pourquoi pas la philo, quoi? Pourquoi pas aller lire Nietzsche, Spinoza, Kant? Alors bien sûr, peut-être qu'on va pas tout comprendre. Bien sûr que tout ne sera peut-être pas accessible, mais on va oser en lire des passages. On va oser comprendre qu'un paragraphe de philo, on le lit, on comprend pas tout, mais on y revient, ça prend du temps, ça infuse, et qu'en fait, ça finit par nous dire quelque chose. C'est l'inverse de l'immédiateté, en fait, la philo. C'est qu'il faut prendre le temps de se laisser faire par le texte et pas avoir peur ni honte. Et alors là, je le dis à tes auditeurs, mais plus que jamais, n'ayez pas honte quand vous ne comprenez pas un passage de philo. Juste relisez-le. Et c'est juste qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas habitué à galérer parce qu'on lit des posts Instagram et encore, oui, mais... quand il y a plus de 2 lignes. Ben, ouais, je parle si des miens. En l'occurrence. Mais en fait, on n'est pas habitué. Et du coup, il y a un côté, tout d'un coup, un peu humiliant dans la philosophie parce qu'on lit, on se dit, j'ai pas le vocabulaire, c'est hyper chaud. Ouais, mais on non. en vient à cette histoire de entre de la guillemets, dépoussiérer cette espèce d'image du vieux croulant derrière son bureau. Où il faut être hyper intelligent pour faire de la philo. Alors que la philo, c'est l'étude de l'homme. Mais évidemment. L'autre jour, il y avait une étude pas mal où on demandait à des gens, à des élèves au collège, de faire un portrait robot du prof de philo. C'était que des vieux aux cheveux blancs et barbus. Ouais. Donc, ce qui était significatif et symbolique de la philo, c'est vraiment pour les sages et au demeurant pour les hommes, tu auras remarqué. Et donc pas pour moi potentiellement. Voilà, exactement. Et au-delà de ce retour qui effectivement est très gratifiant, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette aventure éditoriale et aventure, toute proportion gardée, mais... Franchement, c'est absolument incroyable. En fait, chaque jour, j'ai une gratitude inouïe parce que tu sais, moi, j'avais déjà un métier, d'enseignement très riche en plus. Et j'avais pas, pour moi, l'aventure éditoriale était un plus. Ouais. Et en fait, je pouvais pas du tout envisager à quel point ça allait non seulement marcher, et ça, il faut le dire, c'est rare. Hein. On sait pas, t'es un auteur, c'est une aventure éditoriale. T'es un auteur, t'es derrière ton ordinateur, t'essayes de donner le meilleur. Parce que je pense que tous les auteurs essayent de donner le meilleur. Bien sûr. Mais tu sais pas toujours si ça va trouver écho. C'est une espèce de pari, pari pascalien. Non, allez, mais... hop, parlons philo. Bam, je l'ai casé. Et tu sais jamais si ça va trouver écho. Ouais. Est-ce que ce sera le bon moment? Est-ce que les gens seront prêts? Est-ce que tu auras de la visibilité? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est... Il faut que toutes les étoiles soient alignées et c'est rare. Et pour moi, ça l'a été. Et surtout, j'ai eu la satisfaction... incroyable parce que j'ai fait énormément de salons du livre, j'ai fait énormément de rencontres partout en France et même là je pars en Suisse le week-end prochain. Ouais. Et en fait à chaque fois de trouver aussi bien des enfants, des ados, des publics qui étaient prêts à recevoir la philo. Et je pense honnêtement qu'au-delà de moi, c'est aussi parce que on est dans une période, on vit dans une société en quête de sens. Ouais, et que tout d'un coup, jamais, je pense. Plus que jamais. Et que tout d'un coup, les gens ont cet engouement en fait pour la philosophie, pour le questionnement. Et ont un support accessible justement. Complètement. Et donc c'était parfaitement, ça répondait en fait à une demande vraiment de la société. Ouais. Et ça c'est hyper satisfaisant et j'ai vraiment eu des moments de grâce. Au-delà de ces moments de grâce, j'ai aussi le côté où j'ai la chance que mon éditeur, par un curieux chemin, soit un curieux hasard. Bah, un peu, parce qu'on a quand même dû passer par un agent pour finalement que ce soit mon éditeur, mais mon frère. Et ça aussi, c'est une chose. L'autre jour, j'écrivais justement un post Instagram sur cette question-là, parce qu'on me dit beaucoup, mais c'est pas bizarre de travailler avec son frère. Et au contraire, c'est tellement beau de se dire... En tout cas, avec le tien précisément. Avec le mien, parce qu'il est incroyable. Guillaume Robert. On l'embrasse. Mais parce que c'est magnifique de le vivre comme une aventure. Et je parle de mon frère, mais c'est aussi avec les libraires, il y a ce côté, en fait, moi, la chose qui me faisait peur, c'était de vivre le livre seul. Oui, voilà, c'est qu'il y a de l'humain.
la figure de l'auteur, moi tout seul, était un truc qui me terrorisait. Moi, je suis C'est un peu habituée particulier, oui. à être dans des équipes, en fait, Ouais. à avoir l'équipe de mon école, à être entourée de gens. Oui, Et à là, mener en des fait, projets. j'ai trouvé ça magnifique quand tu fais un salon du livre et que tu bosses pour le libraire, parce que dans un salon du livre, tu dépends donc d'un libraire qui t'invite. Et que le week-end se passe trop bien et que tu signes plein de livres, t'es évidemment content pour toi, mais Bien t'as sûr. un côté genre top là, Ouais, on l'a fait. On l'a fait, précisément. C'est trop beau. Ouais, c'est trop bien. Alors, on a donné des petits éléments de réponse tout à l'heure, mais ça se pratique volontairement, la philo. Est-ce que on peut se dire, tiens, je vais m'asseoir et philosopher? J'exclus les cours de philo Ouais, qui sont bien sûr. un peu trop historiques, précisément. Mais oui, est-ce que ça se pratique? Ouais. On a la réponse, mais bon. Décidément, je vais te donner une très bonne note à la fin, parce que ça C'est- aussi, c'est- c'est une c'est- question c'est qu'on me gentil. pose peu, alors qu'elle elle est tout à fait indispensable. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Ouais. Il y a soit on fait de la philo sans s'en rendre compte. En fait, tous les moments de vie où ça a dû déjà t'arriver, mais à vous tous, c'est le côté, t'es avec un ami que tu connais super bien, et puis tout d'un coup, tu commences à parler d'un sujet, qu'en amène un autre, et tout d'un coup, t'es dans autre chose qu'un échange d'éléments factuels, où tu vas te raconter ton boulot, des choses comme ça. Tu vas tout d'un coup arriver de plus en plus vers une notion, et Ouais. vers tout d'un coup un partage d'une vision de vie. C'est ça qui est très beau d'ailleurs. Et tu peux rester des heures et tu vois plus le temps passer. Oui, c'est en ça que c'est universel, la philo. Et mais- c'est ça que c'est universel, c'est que tout d'un coup, tu peux, et à tout âge d'ailleurs, Ouais, bien sûr, oui, oui. à tout âge, tu peux tout d'un coup être embarqué dans une conversation où vraiment tu partages, t'es en train de dialoguer autour d'une perception de l'existence. Ouais. Et là, on est quasiment dans du dialogue platonicien, quoi. C'est-à-dire, on fait par l'échange, on fait accoucher l'autre de sa pensée et on précise la sienne. Ouais. C'est ce que, quelque part, la modalité d'interview aussi peut avoir Un des petit moments peu, de ce ouais. type. C'est vrai, C'est-à-dire c'est tout vrai. d'un coup, mais en fait, qu'est-ce que toi, comment tu perçois ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. D'une notion, plus que d'être dans juste je parle des potes ou de choses voilà, du quotidien. L'autre élément, ça on en fait sans s'en rendre compte, ou même quand on réfléchit soi-même, quand on pense dans un coin à une problématique de vie. Ouais. L'autre élément, c'est aussi, et ça j'engage les gens à le faire, de se faire ce petit rituel philo. C'est-à-dire que dans des vies où on est complètement submergé, et là j'y pense parce que très souvent quand c'est le mois de septembre, ou même septembre, octobre, quand c'est la reprise, un peu ce côté on se remet en marche, on est submergé. On est dans des vies où on a des agendas hyper remplis, on a l'impression de crouler sous les tâches, Ouais, il faut tout rendez-vous, gérer machin. d'un coup, t'as des rendez-vous. Et en fait, on s'oublie totalement là-dedans. Et j'engage les gens à se dire, mais non, on a tous, il suffit juste de déterminer les priorités. T'as toujours 10 minutes dans ta Oui, c'est ce qu'on journée. appelle le temps. Et, Vraiment. C'est-à-dire que il y a forcément, si t'as pas 10 minutes dans ta journée, c'est vraiment qu'il faut se poser une question. Ouais, je mets ma main à couper En tout cas, vraiment. quoique les ministres Mais ont 10 minutes. exactement. Donc ça veut bien dire qu'on peut le trouver. 10 minutes pour juste, alors, pour moi, c'est pas tant. Alors, il y a des gens qui vont faire de la méditation, il y a des gens qui vont faire des étirements, il y a des gens qui vont faire une micro-sieste. Ouais. Mais pourquoi pas avoir un moment de philo, c'est-à-dire penser, voilà, alors ça peut être avec un support, ça peut être en lisant un petit article, il y a plein de choses, il y a des sites hyper bien faits, juste penser à quelque chose qui te détache en fait du quotidien, qui te permet juste d'être dans une forme d'abstraction et en utilisant ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre cerveau. Et moi finalement, je me le suis appliqué, parce qu'à un moment, en travaillant beaucoup et en ayant quand même multiples activités, j'avais un peu l'impression de me détacher de la pratique philosophique, et j'avais pas forcément du temps, comme dans mes études, pour me plonger avec une énorme précision sur un sujet. sujet. Les études sont quand même assez bien pour ça. Mais... Oui, et puis c'est en plus les études de philo, c'est à la fois aride et ardu, et tu vas vraiment très 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 en profondeur dans un sujet. Et une fois que tu commences ta vie professionnelle, t'as pas forcément cette profondeur-là. Et donc, je me le suis appliqué et j'ai commencé à le faire justement à travers mon Instagram, qui s'appelle donc Philosophie Sexy. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy parce que la philo. Voilà, parce que c'est pas poussiéreux. Et en me disant, tous les matins, j'écris un post sur tout un tas de sujets différents. Ça peut être, là, c'était sur le réconfort, ce matin, voilà, sur tout un tas de problématiques. Et c'est vraiment ce qui me vient. C'est-à-dire que beaucoup de gens me demandent « Ah, mais tu les prépares, tu ceci, tu cela ». Non, c'est vraiment
ce dont je me laisse en fait m'interroger, me dire ah tiens, j'aimerais bien parler de ça, ça me pose question. Et c'est vraiment comme ça que je les écris. Ouais. Je me suis dit tiens, c'est quoi le réconfort ? Qu'est-ce que ça veut dire de réconforter quelqu'un ? Et là, j'écris quelques lignes. Donc il n'y a pas de prétention ni à la vérité, ni à donner une leçon, ni quoi que ce soit. C'est juste, allez, 15 lignes de réflexion perso. Et ça, vraiment, j'engage les gens à poser, à même parfois mettre sur papier, l'écrire, taper sur leur ordi, juste ce petit moment en fait d'introspection qu'on peut partager ou non. Qui, force des réseaux sociaux en plus, là, en l'occurrence, tu peux le Et en échanger. fait, en le partageant, ce qui est génial, c'est que de voir que ça fait écho et on retrouve cet aspect du dialogue. Ça ressemble à quoi la philo pour toi en 2019 ? Est-ce que, parce que, oui, la philo, ce n'est pas que Descartes et Hegel, parce que oui, coup de théâtre, les philosophes ne sont pas tous morts. Ah bon ? Mais est-ce qu'il y a des pensées ou des philosophes qui se détachent aujourd'hui, selon toi, bien sûr, parce que c'est important, c'est très important de le dire parce que justement il y a une image aujourd'hui de la philosophie qui effectivement, comme au lycée on fait beaucoup plus de l'histoire de la philosophie, forcément on fait moins de philosophes contemporains. C'est ça. Et éminemment contemporains. Et pourtant il y en a, il y a énormément de problématiques à penser, et de notamment les problématiques et de nouvelles problématiques totalement inédites et on le voit bien, notamment l'écologie. Alors il y a plein d'autres domaines, mais je dirais que l'écologie et l'éthique médicale sont quand même les deux pans qui, à mon sens en tout cas, nous posent le plus d'énigmes et nécessitent le plus de réflexion. L'écologie, l'éthique médicale, le travail, l'évolution des perspectives de travail. Comme tu viens de dire. On est tous, on n'a pas du tout un travail aussi linéaire qu'il y a encore 50 ans. Oui, de fait la même approche. Et en fait, c'est là où il faut bien réfléchir au fait et bien que les gens s'aperçoivent qu'il y a encore aujourd'hui plein de chercheurs, plein de penseurs, dans plein d'universités qui sont en train justement de travailler ces problématiques, de les faire émerger, de faire des colloques, d'avoir des moments d'échange pour mettre cette pensée au mouvement. Moi, j'ai beaucoup étudié la philosophie analytique, donc plus la philosophie anglo-saxonne, et qui même aujourd'hui est une philosophie autour de la logique, du langage, énormément du langage. Et ça encore, c'est beaucoup d'actualité, parce qu'en fait, encore une fois, la philo, c'est réfléchir à nos pratiques. Et aujourd'hui encore, de fait, elles évoluent, donc c'est intéressant. La théorie du genre, dont on a énormément parlé, mais sur effectivement notre rapport à la sexualité est différent, notre rapport à l'alimentation est différent aussi. À la vie, en fait. À la vie. Donc en fait, la philo n'est pas prête de dire son dernier mot. Mais on le voit, alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des philosophes plus ou moins médiatiques. Je pense à l'émergence quand même de toute une nouvelle scène de philosophes comme Charles Pépin ou des gens comme ça qui font, on appelle ça de la pop philosophie, je sais pas si le terme est toujours bien choisi et mériterait un tout petit peu de réflexion. Il y a tous ces gens-là, mais il y a aussi, et là c'est pour moi une manière de leur rendre hommage, effectivement tous les gens dans les universités et même des étudiants en thèse qui participent à faire vivre et à faire évoluer la philosophie. Donc c'est pour ça que la philo, l'autre jour j'avais un élève qui me disait que la fac ça servait à rien, parce qu'aujourd'hui on a une image qui parfois qui peut être parfois un petit peu négative, et moi j'ai de plus en plus d'élèves qui veulent se tourner vers des écoles et pas forcément vers la fac. La fac est un espace magnifique de recherche, et en fait je suis d'accord. C'est important justement de se dire on est juste là pour chercher, pas pour vendre un produit, pas pour le consommer, mais pour être dans une pratique vraiment de la philosophie. Donc les facs françaises la font vivre et c'est magnifique. Bravo. La philosophie, la pensée philosophique, c'est pas moins la supériorité de l'auteur qui l'a écrite que le privilège du lecteur de s'en emparer. En somme, c'est une chance d'être lecteur de philo. Non ? Ah oui, c'est complètement une chance. Et c'est pour ça, et là c'est un peu le fil conducteur de notre conversation, d'où le dépoussiérer. C'est-à-dire la philo n'est pas faite, le livre n'est pas fait pour être posé, mais au contraire de s'en emparer, de le bousculer. À travers le prisme de ses expériences, complètement. De ses convictions. Et c'est marrant parce que j'ai quand même étudié la philo pendant près de 12 ans dans ma vie.
Et l'autre jour, j'ai relu un texte de philo, d'ailleurs, qui était un texte de Kant, et j'ai pas du tout eu la même perception. Oui, ça, Pas du tout. moi, ça me Parce fait que pour c'est vrai que ça Épictète faisait, aussi. voilà, exactement, ça faisait 10 ans que je l'avais pas lu, donc forcément j'ai changé. Et oui. Et j'ai pas du tout eu la même perception. Donc, et puis ce qui est intéressant, encore une fois, quand tu dis c'est une chance, c'est parce que c'est une chance de se confronter à autre chose que soi. Et en fait, ça aussi, c'est un exercice important, que ce soit en ouvrant un livre de philo, ou que ce soit en discutant profondément avec quelqu'un, ou alors que ce soit moi ce que je fais dans les ateliers philo que je fais avec les enfants, parce que je fais des ateliers philo assez jeunes, je leur dis, à partir de 6 ans, je leur dis, mais c'est une opportunité en fait de se rendre compte vraiment, concrètement, les gens pensent pas la même chose que moi. C'est ça, désolé pour la mauvaise image, mais ouvrir un livre, c'est un peu s'ouvrir aussi. Mais complètement, c'est exactement ça. C'est pas la meilleure... Mais non, mais c'est cette idée-là. L'autre jour, ouais. j'avais fait un atelier philo. Alors normalement, je les prends à partir de 6 ans, mais avec des enfants qui étaient plus jeunes, qui avaient 4-5 ans. Ouais. C'est un peu plus difficile, mais on était tous en cercle et on avait fait un exercice de aller me chercher quelque chose que vous trouvez beau dans la classe. Un par un, ils allaient chercher quelque chose qu'ils trouvaient beau. Et c'était inouï. Alors il y a une petite fille qui ramène un trombone, mais comme si c'était le truc genre le plus magnifique de la terre. Et il y en a un autre petit garçon qui regarde ça, qui dit « Mais ça, tu trouves ça beau ?» Avec un air vraiment genre « Mais c'est pas possible un truc pareil !» Et après, ils ont commencé à échanger sur elle, pourquoi elle trouvait ça beau. Et donc elle commençait à lui expliquer le reflet, regarde, et puis c'est beau parce que... Et là, tout d'un coup, c'était la meilleure illustration de pourquoi, en fait, la conversation est passionnante et la conversation autour de notions est passionnante. Parce que oui, on n'aura jamais les mêmes définitions, on n'aura jamais la même perception. Ouais. Et c'est faire l'épreuve de l'altérité. Et ça aussi, c'est pas mal. Pas mal. Alors, c'est très bon enchaînement. Tu es aussi directrice pédagogique de 2 écoles Montessori, une à Marseille et une à Paris qui a ouvert aujourd'hui. Nous sommes le 2 septembre. 2 septembre. 2 septembre. La pédagogie Montessori, c'est se réinventer. C'est aussi accompagner les enfants face à leurs questionnements. Et c'est leur donner des espèces d'outils. Et c'est en ça que tu milites, qu'en tout cas tu préconises un enseignement de la philosophie dès le plus jeune âge. En réalité, la philo, c'est un outil de responsabilisation. C'est un outil de responsabilisation, c'est très juste. C'est un outil aussi de... En fait, une des choses que je veux transmettre aux enfants, Montessori, en fait, on apprend aux enfants, toutes les notions sont apprises concrètement, mais une des visées, c'est aussi de rendre les enfants autonomes. C'est-à-dire de dire, en fait, on n'apprend pas aux enfants pour aujourd'hui, on leur apprend pour être en charge du monde de demain. Et donc, c'est vraiment « apprends-moi à faire seul ». C'est ça le mot-clé, c'est que les enfants n'aient pas besoin toujours de l'adulte, mais qu'ils construisent sa propre autonomie, sa responsabilité, son indépendance. Et en fait, ce qui m'intéresse dans la philo, et si je milite, là vraiment le terme est bien choisi, parce que profondément je milite pour la faire beaucoup plus tôt, bien plus tôt que la terminale, c'est parce que la philo, en fait, nous permet à tous, et de surcroît aux enfants, de trouver notre propre cohérence. C'est-à-dire, j'explique beaucoup, mais en fait, peu importe ce que vous allez penser, moi c'est pas ça que j'interroge, c'est est-ce que vous arrivez à en penser les conséquences ? C'est-à-dire, si tu penses ça, alors ça. C'est vraiment travailler la cohérence individuelle, travailler le positionnement aussi. Justement, apprendre que si je pense ça plutôt qu'autre chose, alors ça a un impact dans la réalité. Okay. Donc la philo, c'est si je trouve un billet de 20 balles par terre, si je suis kantien, je vais pas le prendre parce que j'aimerais pas qu'on le prenne. Si je suis machin, je vais le faire fructifier. Si je suis autre chose, je vais le donner à un pauvre. Ouais. Ça a un impact, et peu importe le chemin qu'on choisit, il s'agit pas de hiérarchiser ou de dire qu'un chemin est meilleur que l'autre, mais il s'agit de dire quel est le mien et comment je me positionne. Oui, quelle voie je choisis. Et en fait, on va avoir quand même, on assiste à un monde, on vit dans un monde compliqué. Alors le monde a toujours été compliqué et on a toujours l'impression qu'il l'est plus à chaque génération, mais toujours est-il qu'on a 2-3 défis, en tout cas singuliers. Il va falloir qu'il se positionne et qu'il soit acteur. Donc, et ça viendra pas, c'est pas juste donner des directives, c'est être capable d'enclencher sa réflexion et de se dire ok, et là on l'a fait pour reprendre l'exemple de l'écologie. J'ai des élèves qui sont assez sensibilisés à ces notions-là.
Ouais. Et je leur disais, ok, maintenant vous êtes sensibilisés, vous avez réussi à le verbaliser, vous avez réussi à le penser, maintenant comment on agit? Et la philo permet aussi de trouver sa cohérence d'action. Donc quand je te disais, c'est la pensée qui mène à une action, c'est ça qui est important. Ouais. C'est vraiment, en tout cas, après, je sais pas si c'est la philo en général, en tout cas la manière dont moi je la vis, c'est un appel à l'engagement. Voilà, c'est un appel profond à, ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça me va. Alors bon, tu es prof, t'enseignes à des enfants. Les enfants, c'est l'âge, enfin c'est la période métaphysique par excellence, Voilà, où on cherche perpétuellement d'où viennent les choses. J'imagine qu'ils doivent très régulièrement te mettre dans des impasses. On en parlait, est-ce que ce ne seraient pas eux finalement les philosophes d'aujourd'hui, les contemporains? C'est tellement génial de faire un atelier philo. Des anecdotes. Non mais c'est tellement génial de faire un atelier philo avec des enfants parce qu'en fait ça te place face, rien n'est plus déstabilisant. C'est beaucoup plus déstabilisant qu'un adolescent de 17 ans. Hein. Mais bien sûr. Alors non seulement déjà tu as toutes les problématiques autour de la mort, des origines. Mais bon en fait, alors ouais, ça. le monde est une. Donc évidemment autour aussi des croyances. Hein. Bien entendu, et où est-ce que ça va ensuite, et toi tu penses quoi, etc. Donc on a tout ça, mais ça nous confronte, quand je te disais tout d'un coup aussi, c'est un autre, ça nous déstabilise par rapport à nous, nos propres convictions en fait, avec soit des questions qui nous interpellent. Donc l'autre jour il y a un enfant qui me dit, mais est-ce que ça rend encore vivant quelqu'un, les souvenirs? C'est quand même une question sublimissime. Mais c'est une hyper bonne question, surtout. C'est une hyper bonne question. Et donc c'est soit des questions comme ça qui te bouleversent et qui sont très émouvantes, soit des confrontations, parce que même si évidemment on n'a pas envie, on n'a pas, et il s'agit pas de faire une leçon de morale quand on fait un atelier philo, mais on arrive quand même avec l'idée qu'on va transmettre des valeurs, etc. L'autre jour, je fais un atelier sur la confiance. Et il y avait une histoire comme point de départ sur je te confie mon carnet et j'ai pas envie que tu le regardes, tu vas pas regarder dedans. Et t'as un enfant qui dit, ah mais si, mais moi totalement, je vais regarder dedans, je vais le replacer à la même place, mais bien sûr je vais regarder quoi. Et l'autre petite fille lui dit, mais c'est horrible de faire ça, t'auras plus jamais confiance. La personne, si elle le découvre, pourra plus jamais avoir confiance. Et là tout d'un coup, j'ai 10 personnes qui parlent de la confiance. Et 10 élèves qui se mettent à échanger autour de la confiance et des conséquences de la confiance ou de trahir la confiance. Et en fait, j'étais tellement déstabilisée que je trouvais chaque argument pertinent. Et du coup, j'étais là, genre, mais merde, en fait. Mais qu'est-ce que je ferais, moi? Mais non, je regarderais pas ce carnet. Oh, mais si, oh là, fou. C'était génial. C'est génial. C'est génial. Alors, j'imagine que tu es d'accord avec Rousseau sur sa philosophie de l'enfance. Quand il dit que, bon alors je suis pas du tout philosophe, mais en gros que l'enfant est un individu. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est pour schématiser bien sûr, mais voilà. Donc en fait, il s'agirait juste de différents rapports d'autorité qui nous forcent également, nous adultes, à nous réinventer. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, Rousseau nous met le doigt sur quelque chose d'important, c'est la perception de l'enfant. Et en fait, tant que l'adulte était le maître, et tant que l'adulte était celui qui dicte et qui encadre, cadre et qui encadre, bien sûr que là, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a donner des ordres. Oui. À partir du moment où on dit l'enfant est un individu qui a un libre arbitre, qui a de l'autonomie et auquel il faut faire confiance, évidemment, c'est déstabilisant. Parce que tout d'un coup, l'adulte doit être dans une autre position. Et moi, je le vois beaucoup avec mes équipes, parce qu'il y a une grosse différence entre être devant un tableau noir et faire cours dans une salle de classe. Il y en a qui suivent, tant mieux, il y en a qui suivent pas, tant pis. Un éducateur en Montessori, il accompagne l'enfant dans une position beaucoup plus d'observateur et justement d'accompagnateur. Et c'est hyper dur parce que notre réflexe, quand on voit un enfant qui passe un peu de temps, par exemple, à mettre ses chaussures dans le couloir, c'est de dire, attends, ça va aller plus vite, je vais t'aider. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est pas mal intentionné. C'est-à-dire qu'à la base, ça se veut justement pour l'aider. Ouais. Sauf qu'à partir du moment où tu l'aides, non seulement tu lui dis, implicitement, c'est un peu transmettre le message de, en fait, t'es pas capable de les mettre tout seul. C'est même, implicitement, c'est complètement même. Et en plus, c'est aussi dire, après, voilà, il va pas apprendre à le faire et toi, t'as gagné du temps. C'est vrai, mais il n'apprend pas à le faire. C'est déconstruire notre position d'adulte. Et c'est ça, transmettre la confiance, en fait. C'est se dire, être capable de regarder les enfants en se disant, ils vont y arriver. Et c'est souvent le cas.
Et c'est toujours le cas. Et ça se travaille, parce qu'il faut complètement, il faut adopter une autre position. Et effectivement, c'est pas toujours évident. Trop bien. Petite question que je pose à tous mes invités. Ouais. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels pas forcément de la philo, bien évidemment. Que tu conseillerais Effectivement. Alors en fait, je travaille la philo, mais je lis très peu de philo pour mon plaisir personnel. Ouais. Non, je viens de terminer un livre qui est paru chez Flammarion, qui sort, je crois. D'ailleurs, il me semble qu'il sort aujourd'hui. Le journal imaginaire de Charlotte Perriand, de Virginie Mouza. Ah oui, elle est journaliste de mode, je crois. Anciennement journaliste chez Vanity Fair. Okay. Et alors, ce journal imaginaire est absolument sublime. Déjà, j'aime bien l'idée du journal imaginaire. Je trouve ça toujours intéressant et c'est un très, très, très bel ouvrage. Donc, je le recommande. Trop bien. Voilà. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a un troisième livre ? Est-ce qu'on a une exclue est prévue ? Et en fait, c'est un peu ma rentrée parce que en fait, je commence. Alors là, en fait, c'est pas complètement ma rentrée d'auteur parce que je suis forcément un peu prise par les écoles, mais en tout cas, je me remets là ce mois-ci à l'écriture et j'avais pas envie de faire un 3 qui soit un tome 3 de ces deux précédents. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent et donc de plus proposer une histoire de la philosophie à travers différentes villes, comme une odyssée de la pensée. Okay. C'est-à-dire tout comment on est arrivé jusqu'à nous, comment de la Grèce, comment d'Athènes nous sommes arrivés jusqu'ici. Okay. Donc plusieurs villes où il s'est passé quelque chose d'essentiel pour la philo. Donc et pour cheminer avec les lecteurs dans cette odyssée incroyable et montrer justement qu'à chaque étape on avance et que sinon on est ici, c'est aussi parce qu'il y a tout ce qui nous précède. Évidemment. Trop chouette. Merci Marie. Merci beaucoup à toi. Et bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. En attendant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu et également à le partager à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. C'est probablement le plus important pour moi qui débute. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.